Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui le cours de l'ORL pathologie de l'oreille externe. Si c'est la première fois que vous regardez les vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de mon page médicale dans la boîte d'infos, ainsi que dans le premier commentaire épinglé. C'est parti. Donc, pour le rappel anatomique, on a déjà dit que l'oreille externe, elle est formée du pavillon de l'oreille et du conduit auditif externe, d'accord? Donc, les pathologies qui peuvent toucher l'oreille externe, ils vont toucher principalement soit le pavillon, donc la partie cartilagineuse de l'oreille, soit le conduit auditif externe, d'accord? Donc, les pathologies qui peuvent toucher sont variées. Connaissance parfaite de l'anatomie pour un traitement qui est, bien sûr, adéquat. Donc, un petit rappel sur l'anatomie. Donc, voici l'oreille externe qui est composée de notre pavillon qui est cartilagineuse, sauf le lobule de l'oreille, on a déjà dit que c'est une partie qui est non cartilagineuse. Voici le conduit auditif externe. L'ensemble du pavillon et du conduit auditif externe forment l'oreille externe. Donc toutes les pathologies qui peuvent toucher l'oreille externe doivent siéger à ce niveau-là. D'accord ? Le conduit auditif externe, la première portion, c'est une portion cartilagineuse et la majorité de la portion, donc 2 sur 3, c'est une portion qui est interne, qui est bien sûr osseuse. Donc voici le conduit auditif externe, d'accord? Vous remarquez bien qu'il y a du poil ici et la muqueuse, elle est très épaisse. Donc le tiers externe du conduit auditif externe, il est épais, d'accord? La peau, elle est épaisse. Glandes cérumineuses et les glandes sébacées s'ouvrent sur la racine d'un poil. Donc voici les glandes qui vont s'ouvrir dans la racine du poil. Et il y a les poils à ce niveau-là. Tandis que le conduit osseux, donc les deux tiers internes du conduit auditif externe, la peau, vous remarquez bien qu'elle est fine. Absence de glandes et de poils. Il n'y a pas des glandes, il n'y a pas des poils. Et c'est un processus qui est auto-nettoyant. Et bien sûr, il n'y a pas des poils ici. Donc vous remarquez bien l'aspect auto-endoscopique. Le conduit auditif externe, le début du conduit auditif externe, il est riche en poils, tandis que la portion postérieure, médiale du conduit auditif externe, elle est dépourvue de poils. Maintenant, les pathologies qui peuvent toucher l'oreille externe, ce sont différentes pathologies. Ils peuvent être d'origine infectieuse où un germe est retrouvé, allergique, tumoral, obstructif, traumatique, malformatif. Il faut savoir que la partie la plus importante de ce cours, c'est bien les pathologies infectieuses. Et bien sûr, on va avoir une petite idée, juste on va citer les pathologies qui peuvent causer une pathologie au niveau de l'oreille interne et au niveau de l'oreille externe. Donc d'autres types, les pathologies qui sont les plus importantes, je dirais, dans ce cours, qu'on va focaliser bien sûr, la partie la plus longue, c'est bien les pathologies infectieuses. On commence donc les pathologies infectieuses. L'érysipèle, donc c'est une cellulite, donc c'est une inflammation du tissu de façon aiguë d'origine streptococcique, d'accord? Cliniquement, l'infiltration inflammatoire du pavillon débordant sur la région voisine déjetant le lobule. Donc voici, il y a une rougeur, un gonflement du lobule, d'accord, un gonflement du lobule et du pavillon de l'oreille, d'accord. Donc là, c'est l'érysipèle, c'est la première pathologie infectieuse. Deuxième pathologie infectieuse, c'est la périchondrite. It, ça veut dire c'est une inflammation, d'accord. It, ça veut dire c'est une inflammation, mais cette inflammation, elle est d'origine, et cette inflammation, elle est d'origine infectieuse, d'accord? Donc, it, ça veut dire c'est une inflammation. Périchondrite, ça veut dire c'est une inflammation du cartilage qui constitue le pavillon. Et on sait que le lobule ne contient pas du cartilage. Donc, le lobule, vous voyez bien qu'il n'est pas touché. Donc, il touche la majorité du pavillon, sauf le lobule, qui ne contient pas du cartilage. Donc c'est une inflammation aiguë du pavillon. Si on rajoute quelque chose ici, d'origine infectieuse. D'accord, d'origine infectieuse. Donc traumatisme, chirurgie de l'oreille moyenne, les autoplacies, les brûlures, surtout le piercing. Acupuncture, c'est l'ilaj bil ibr, d'accord. Surinfection d'othématome. Othématome, c'est un hématome qui se trouve au niveau du cartilage. Et là, c'est une urgence donc il doit être drainé car le risque infectieux est majeur. Donc là, cliniquement, rougeur du pavillon respectant le lobule, œdème effaçant les reliefs.
Vous voyez que les reliefs sont effacés. Et bien sûr, cette pathologie doit être prise en charge rapidement car elle fait la complication majeure qui est la nécrose du cartilage. Donc à force qu'il y a l'infection et l'inflammation du cartilage, il se nécrose. D'accord? Très bien. Zona auriculaire, tout simplement, c'est la réactivation du varicella zoster virus au niveau du ganglion géniculé. Le ganglion géniculé fait partie du nerf facial. Le virus, vous savez qu'il reste latent au niveau des neurones sensoriels du système nerveux, et à un moment donné, il se réactive. Suite à une immunodépression ou autre, il se réactive. Donc la zone auriculaire, elle est caractérisée par la triade douleur. Déjà la douleur, vous savez toujours que la zona, elle provoque des douleurs de type cuisson. Donc ça c'est logique. Les éruptions, ça c'est caractéristique, les éruptions qui sont vésiculeuses, et la paralysie faciale car elle peut toucher, surtout on a dit que le ganglion géniculé fait partie du nerf facial. Donc ça peut causer une paralysie faciale généralement périphérique car ça touche le nerf. D'accord? Donc le syndrome général infectieux, il est discret. On a un syndrome sensitif autodynie, anesthésie localisée au niveau de la zone de Ramsay-Hunt, car on a dit qu'il touche le nerf facial. Et le nerf facial, il innerve la zone de Ramsay-Hunt. D'accord? Donc on peut avoir une anesthésie de la zone de Ramsay-Hunt. La zone de Ramsay-Hunt, c'est le pavillon de l'oreille, la conque, et une partie du conduit auditif externe. Donc, comme la triade, donc on aura une douleur vive de type cuisson ou brûlure, qui va s'estomper en 2 à 3 jours. On peut avoir une diminution de la sensibilité, les éruptions, la paralysie faciale et troubles du go dans les 2 sur 3 antérieurs de l'hémilangue, parce que l'atteinte est généralement unilatérale. Donc on aura l'atteinte juste de l'hémilangue. Pourquoi les 2 tiers antérieurs? Parce que ça touche le nerf facial, et le nerf facial, par sa fonction sensorielle, il innerve ou il assure la fonction gustative des 2 sur 3 antérieurs de la langue. D'accord? Donc 2 à 4 jours après apparaissent des vésicules. Voici les vésicules qui sont remplies d'un liquide citrin sur fond rouge au niveau de la zone de Ramsay-Hunt. Conque, tragus, partie postéro-inférieure du conduit auditif externe et la face externe du tympan. Ça, c'est tout le territoire du nerf facial. Ça, on a la conque, le tragus, la partie postéro-inférieure du conduit auditif externe. Ça, c'est l'innervation du nerf facial, l'innervation sensitive. D'accord? Donc les lésions vont se siéger au niveau du territoire du nerf facial. S'il y a une douleur, elle va siéger au niveau du territoire du nerf facial. Très bien. S'il y a des vésicules, ils vont siéger sur le territoire du nerf facial. Puis, cicatrices blanchâtres, parfois indélébiles. On peut avoir une paralysie du nerf facial. On peut avoir un syndrome de CK. C'est quoi? C'est une atteinte du ganglion du corti. Le ganglion du corti, c'est le ganglion qui est responsable de l'audition. On le trouve dans l'oreille interne. Donc, c'est le ganglion qui est responsable de l'audition et ou de Scarpa. Et trouble de l'équilibre. Le ganglion de Scarpa, c'est le ganglion de l'équilibre vestibulaire. Donc on peut avoir atteinte de ces différentes structures. Pourquoi? Parce que le nerf facial, il chemine, donc il a une portion labyrinthique, d'accord? Dans le territoire du nerf facial, dans ce trajet, il a un trajet labyrinthique. Et comme zona peut toucher le nerf facial, elle peut toucher aussi les structures qui se trouvent au niveau du labyrinthe, notamment, c'est-à-dire au niveau de l'oreille interne, notamment ce ganglion de corti de l'audition et le ganglion du Scarpa. Le traitement, c'est la corticothérapie en forme de comprimé. La corticothérapie, elle est indiquée pour prévenir l'apparition d'une paralysie faciale séquelaire. Et la cyclovir, c'est le traitement connu du zona, c'est un antiviraux et des soins locaux. L'otite externe diffuse, maintenant, on va décortiquer un petit peu le mot. Otite, c'est une inflammation déjà de l'oreille, c'est logique, d'accord? Mais cette inflammation, elle est d'origine infectieuse, d'accord? Il faut retenir ça. Quand on dit otite, il faut prendre en compte que cette inflammation, elle est d'origine infectieuse. Le mot externe signifie que la pathologie, elle se trouve au niveau de l'oreille externe. Ça veut dire qu'elle touche généralement le conduit auditif externe. D'accord?
Diffuse, elle est diffuse, d'accord? Dermo-épidermite du conduit auditif externe, d'origine infectieuse. Le germe le plus fréquemment rencontré, c'est le staph, très fréquente, estivale, donc elle est fréquente en été, liée aux baignades et au traumatisme du conduit. Les facteurs de risque, c'est la macération, c'est l'humidité, c'est le climat chaud, c'est les piscines, c'est les agressions du conduit auditif externe, tout ce qui peut causer une inflammation ou une infection du conduit auditif externe. Le coton-tige, grattage, prothèse auditive, les bouchons, les sténoses, toute conduit sténosé, ça favorise l'infection du conduit. Les dermatites séborrhéiques, psoriasis, eczéma, etc. Maintenant, pour la symptomatologie, on aura prurit. Là, le prurit, c'est pas un signe majeur, c'est pas un signe au premier plan. Le prurit, c'est un signe majeur en cas d'infection mycosique, en cas d'infection fungique, candida albicans ou autre. Le prurit est au premier plan, tandis qu'en cas d'infection, par exemple bactérienne, le prurit est un signe inconstant. Maintenant, le signe qui est au premier plan, c'est l'otalgie. Ça veut dire la douleur au niveau de l'oreille, généralement la douleur à l'externe, intense, lancinante, et on aura aussi une douleur à la mastication. Hypoacousie maintenant au second plan, il n'y a pas de fièvre. Ce qui caractérise l'otite externe diffuse. La fièvre, elle est absente, donc les signes généraux sont absents. Et on va faire la comparaison avec l'otite externe qui est maligne. Là, la fièvre, elle est marquée. L'examen clinique difficile, douleur à la pression du tragus, traction du pavillon, et à l'autoscopie, on voit un conduit auditif externe qui est œdématillé, hyperimé parce qu'il y a une inflammation. Il peut être sténosé, ça veut dire rétréci, douloureux, sécrétion blanchâtre. Maintenant, pour les complications du processus infectieux qui se trouve au niveau du conduit auditif externe, ça peut toucher le cartilage. Donc, on peut avoir une périchondrite, qu'on a déjà parlé, chondrite aussi, et l'otite externe maligne qu'on va juste aborder. Donc, c'est comme une complication de l'otite externe diffuse très lente ou non traitée. Donc, ça, c'est comme complication. Maintenant, vous voyez que le traitement de l'otite de l'otite externe diffuse, elle est locale. Donc le traitement des oreilles, il est local. Local, ça veut dire sous forme de gouttes. Donc on doit donner un traitement qui est local d'antibiotiques, puisque c'est un processus infectieux. Donc nettoyage du conduit, instillation d'antibiotiques, méchage du conduit auditif externe, contrôle à 48 à 72 heures, nettoyer le conduit auditif externe, antibiothérapie générale dans les formes majeures. Généralement, le traitement de l'otite externe aiguë, de l'otite externe diffuse, le traitement il est local, sous forme de gouttes. Tandis qu'on va voir par la suite que le traitement de l'otite aiguë externe maligne, c'est un traitement par voie générale, soit par voie orale, soit par traitement systémique directement. La prévention, c'est tout simplement éviter les facteurs de risque qui peuvent nous causer une otite diffuse. Maintenant, on va voir l'otite nécrosante. C'est ça l'otite maligne. L'otite externe nécrosante ou l'otite maligne. Donc, c'est une otite externe traînante, réfractaire aux traitements locaux habituels. Affection qui est grave. Et maintenant, l'un des critères diagnostiques de l'otite externe nécrosante, c'est la non-réponse au traitement de l'otite diffuse externe. Si on traite une otite diffuse externe, il n'y a pas c'est pour ça, c'est l'intérêt du contrôle à 48 à 72 heures. Il n'y a pas d'amélioration, le diagnostic doit être reconsidéré, parce que ça peut être une otite externe nécrosante. D'accord ? Donc, c'est toujours par définition une inflammation de l'oreille externe ou de conduit auditif externe d'origine infectieuse, mais cette fois-ci, elle est nécrosante, donc elle est grave et elle est maligne. Le germe le plus souvent causé, c'est Pseudomonas aeruginosa, le germe le plus responsable. Elle survient généralement sur un terrain qui est fragile,
en cas de diabète mal équilibré, en cas d'immunodépression. Donc là, le système immunitaire est faible et c'est pour ça que le germe peut causer des dégâts de ce type. Très bien. Maintenant, on va voir la clinique. Donc, c'est une ontalgie intense insupportable, des céphalées occipito-temporales. Pourquoi la région temporale? Parce qu'on a déjà dit que l'oreille, elle est creusée au sein de l'os temporal. S'il y a un processus inflammatoire ou infectieux au niveau de l'oreille, sûrement on aura des douleurs au niveau de la région temporale. Des otoreilles, ça veut dire un écoulement par l'œil, généralement purulent et fétide et verdâtre. Fièvre, vous voyez bien qu'elle est très fréquente, or qu'au niveau de l'otite, en cas d'otite externe diffuse, on a déjà dit qu'il n'y a pas de fièvre. Le conduit auditif externe en cas d'autoscopie, donc œdème sténosant, tissu de granulation à la jonction ostéocartilagineuse du conduit auditif externe. Donc à la jonction entre la portion cartilagineuse et la portion osseuse du conduit auditif, on peut trouver un tissu, un bourgeonnement et un tissu de granulation témoignant de la nécrose et de l'inflammation qui est grave par rapport à la pathologie précédente. On peut avoir des paralysies du nerf crânien. Donc, comme c'est une inflammation de l'oreille, elle peut toucher le nerf crânien facial, elle peut toucher le 9, elle peut peut-être toucher le 10, elle peut toucher le 12, le 11, etc. La biologie, NFS, glycémie, CRP, évitation d'alimentation augmentée. Bactériologie, prélèvement plus antibiogramme pour voir le germe. La scintigraphie au technetium, signe d'ostéomyélite de la base du crâne. Donc c'est une forme qui est légère de l'ostéomyélite. Ça veut dire l'infection de l'os. C'est l'infection aiguë de l'os de la base du crâne. Donc là, la scintigraphie, elle est utile pour la surveillance. La surveillance et la guérison est affirmée quand il n'y a pas d'hyperfixation. TDM du rocher et de la base du crâne, infiltration de tissu mou du conduit auditif externe. Et vous voyez là qu'il y a ostéolyse. Donc là, c'est au-delà de l'os. Donc on est arrivé à l'os. C'est pour ça qu'elle est dite maligne. Donc on peut avoir ostéolyse, des différentes os qui ont rapport avec l'oreille, sans rentrer dans le détail. L'IRM cérébral de la base du crâne, plus sensible que le scanner, cartographie précise des lésions, et on doit rechercher aussi les complications endocrâniennes. Évolution, elle peut causer une chondrite, elle peut causer, voici l'ostéite, l'infection de l'os temporal, tympanal, ostéite de la base du crâne. Elle peut aussi causer thrombose du sinus caverneux. Elle est liée au processus infectieux et donc c'est un facteur de risque de thrombose des différents sinus du système nerveux. Les sinus, c'est des formations veineuses. Des formations veineuses. Elle peut aussi causer une méningite. Pourquoi? Parce que l'oreille, elle est en rapport avec le lobule moyen du cerveau. Ceux qui ont regardé la vidéo du rappel de l'oreille, la caisse du tympan, donc l'oreille interne et même l'oreille externe, elle est en rapport direct en haut avec la base du crâne, avec le lobule moyen du cerveau. Et donc, tout processus infectieux peut diffuser malheureusement vers, et même les pathologies, vous avez remarqué, même les pathologies qui siègent au niveau de l'oreille moyenne, le processus infectieux peut diffuser au cerveau, donnant des méningites, ou bien les récidives qui sont fréquents jusqu'à 20%. Pour le traitement, il est essentiellement médical et il est prolongé. Donc voici double antibiothérapie, donc céphalosporine, fluoroquinolone, parentérale, donc systémique. Donc vous voyez la différence entre la pathologie précédente, adaptée au germe. En cas d'antibiogramme, on peut adapter en fonction du germe. Puis les péros,
l'équilibration du diabète et un antalgique. Donc là, pendant 3 semaines, l'antibiothérapie elle est parentérale et pendant les 3 semaines, on peut faire un relais péros par furoquinol. Critères de guérison, amélioration locale, négativation de la scintigraphie. Mais généralement, la négativation de la scintigraphie, elle prend du temps. Et bien sûr, la normalisation, vitesse de mutation et CRP, c'est le premier signe biologique, disons, de l'amélioration. C'est la normalisation et l'amélioration bien sûr locale. Toujours dans les pathologies infectieuses, le furoncle du conduit. Maintenant, le mot furoncle, ça veut dire c'est une folliculite. C'est quoi une folliculite? Le follicule du poil, d'accord? Le follicule du poil, follicule pilosébacé du poil, et siège d'une infection par le staphylocoque. D'accord? Donc au niveau du poil, on a le follicule pilosébacé. L'infection du follicule pilosébacé du poil par le staphylocoque et définit notre furoncle. Du conduit, ça veut dire c'est un furoncle du conduit auditif externe. Maintenant, on sait que le conduit auditif externe a sa portion osseuse, il ne contient pas de poils. Donc, on comprend bien que cette pathologie touche seulement le tiers externe du conduit auditif externe. D'accord? Très bien. Tumification érythémateuse centrée par un point blanc à l'entrée du conduit. Et bien sûr, le tympan, il est normal. Pourquoi le tympan, il est normal? J'espère que vous avez répondu. Le tympan, il est normal parce que on a dit que la portion osseuse, elle est normale. Donc, la portion qui est en relation avec le tympan, elle est normale. L'otite virale ou grippale, appelée plus précisément méningite bulleuse, origine virale. Otoscopie pathognomonique, on trouve des bulles séro-hémorragiques sur la membrane tympanique et parfois sur la partie profonde du conduit auditif externe. Et le traitement, ouverture des grandes bulles, donc les bulles qui contiennent du sang, qui contiennent du liquide, à l'aide d'un petit crochet, un antalgique et un antiseptique. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de place de l'antibiothérapie en cas d'infection virale. Maintenant, l'automycose. Je vous ai dit qu'en cas d'infection bactérienne, en cas d'infection virale, le prurit est au premier plan. Donc là, c'est une infection automycose. Mycose, ça veut dire c'est fongique. Donc c'est une infection fongique du conduit auditif externe, disons. Facteur favorisant l'humidité, diabète et antibiothérapie locale. Clinique, un simple prurit au cuisson, autoré, écoulement par du liquide par l'oreille. Otoscopie, masse hétérogène grissate en noirâtre. Ça, c'est en cas d'aspergillus. Donc, deux types de mycoses les plus fréquentes peuvent toucher l'oreille, l'aspergillus et le candida albicans. En cas d'aspergillus, on trouve à l'autoscopie une masse grisâtre ou noirâtre et un enduit blanchâtre en cas de candida albicans. Le traitement avant tout préventif, donc par l'éviction des facteurs de risque, aspiration, antifongique si nécessaire, méchage, etc. Pour les pathologies allergiques, l'eczéma, ça c'est pas vraiment important, ce sont des pathologies qu'on ne rentre pas dans ce cours dans les détails. Les pathologies les plus importantes dans ce cours, c'est bien les pathologies infectieuses. Donc, un mot sur les pathologies allergiques, ça peut être de type eczéma, ça peut être de type psoriasis, ça peut être de type dermite séborrhéique. Les pathologies tumorales, tout type de tumeurs peuvent siéger au niveau du conduit auditif externe ou du tympan, ou du pavillon. Donc, les tumeurs bénignes, comme exemple l'ostéum. Les tumeurs malignes, ils sont rares. Et là, on a l'exostose, c'est la croissance obstructive de l'os. Généralement, ça fait partie du tumeur bénigne. Les pathologies obstructives, on a l'obstruction du conduit par un bouchon du cérumen, ou bien par un bouchon épidermique, ou bien tout simplement un corps étranger qui fait l'obstruction du conduit auditif externe. Donc toutes ces trois pathologies font partie, vous remarquez bien qu'ils causent l'obstruction du conduit auditif externe. C'est pour ça qu'ils sont classés avec les pathologies obstructives. Maintenant, pour les pathologies traumatiques, c'est le type de pathologie les plus fréquentes.
les causes diverses, accidents, sport, bagarre. Donc la clinique, ça peut être une plaie nette, un athématome, un othématome, ça veut dire c'est comme une collection de sang au niveau de l'oreille. C'est une urgence. Pourquoi? Parce que ça peut surinfecter. Ça peut se surinfecter. Donc, le drainage, donc ponction et l'incision et le drainage de cette collection est nécessaire. Donc, c'est une urgence et bien sûr, les brûlures. Ça fait partie des pathologies traumatiques. Le dernier point, c'est les pathologies malformatives. Tout ce qui est fistule prétractienne, tout ce qui est microtie, donc oreille macrotie, l'agnésie, les imperforations du conduit, donc ça fait partie des pathologies malformatives. Et on a terminé un petit peu le cours. Vous avez remarqué que c'est un cours qui est un peu léger, il contient pas beaucoup de détails. J'ai focalisé un petit peu sur les bases de ce cours. Ça veut dire les informations les plus essentielles. Vous pouvez trouver dans d'autres résumés des informations plus approfondies. Mais dans ce cours et dans cette diapo, on a abordé juste les bases et les informations nécessaires qui doivent être dites dans ce cours. J'espère que la vidéo était bénéfique pour vous et à la prochaine.